Tu passes plus de temps au bureau que dans ton salon, et pourtant chaque dimanche soir, cette même angoisse te serre la gorge. Tu as changé de poste 3 fois en 5 ans, mais le malaise reste identique. Tu te dis que c'est le stress, les mauvais managers, le manque de sens. Mais si le problème n'était pas ton travail, mais la manière dont ton cerveau a appris à fonctionner en sécurité. Si tes choix professionnels n'étaient pas des choix libres, mais des répliques inconscientes de ton histoire d'attachement, des milliers d'études en psychologie du travail montrent que les adultes reproduisent au bureau les schémas relationnels qu'ils ont connus enfants. La chercheuse Mary Main l'appelle la cohérence narrative. Ta capacité à raconter ton histoire de manière cohérente prédit ta satisfaction au travail mieux que ton diplôme. Mais personne ne te parle de ça dans les formations de management. On te dit « trouve ta passion » ou « sois résilient », alors que la clé est ailleurs. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains environnements professionnels te font réagir de manière disproportionnée. Tu vas découvrir le lien entre ton style d'attachement et tes choix de carrière à travers des cas concrets et des techniques validées par la recherche. Tu repartiras avec 3 outils pour décoder tes réactions et reprendre le contrôle de ton parcours professionnel. Tu ne changeras pas du jour au lendemain, mais tu arrêteras de te sentir victime de tes décisions. Tu sauras reconnaître quand c'est ton attachement qui parle et non ta vraie ambition. Et tu pourras enfin faire des choix professionnels alignés avec ce que tu es vraiment. La croyance la plus répandue dans le développement professionnel, c'est que tu dois trouver ta passion pour t'épanouir. Les livres de coaching te disent « écoute ton cœur, suis ton intuition ». Mais si ton cœur est conditionné par un attachement insécure, si ton intuition te pousse toujours vers des relations toxiques, au travail comme en amour, le problème de cette approche, c'est qu'elle suppose que tu es un individu rationnel qui fait des choix éclairés. Les neurosciences montrent le contraire. 95% de nos décisions sont inconscientes. Quand tu acceptes un poste surprometteur mais instable, tu ne fais pas un choix de carrière. Tu reproduis un schéma où tu dois prouver ta valeur pour être aimé. Pire encore, les conseils classiques te rendent responsable de ton mal-être. Si tu n'es pas heureux, change de perspective, c'est ignorer que ton cerveau a été programmé pour survivre dans un certain type de relation. Tu ne vas pas simplement te reprogrammer en lisant un article. Il faut comprendre le mécanisme. Le mécanisme caché, c'est la théorie de l'attachement appliquée au travail. Développée par John Bowlby, puis étendue au monde professionnel par des chercheurs comme Cindy Hazan et Philip Shaver dans les années 1990, cette théorie montre que nos premiers liens avec nos caregivers créent un modèle interne opérant. Ce modèle est un filtre qui interprète toutes tes relations futures, y compris avec tes collègues et ton boss. 3 styles principaux. Attachement sécure, tu fais confiance, tu explores, tu gères le stress. Attachement anxieux, tu as peur d'être abandonné, tu en fais trop pour être apprécié, tu surinterprètes chaque retour. Attachement évitant, tu valorises ton indépendance, tu fuis l'intimité émotionnelle, tu préfères travailler seul sans qu'on dépende de toi. Au travail, cela se traduit par des choix de carrière très typés. Les anxieux choisissent souvent des métiers où ils sont indispensables. Soins, assistance, management de proximité. Ils s'épuisent d'approuver leurs valeurs, mais ne se sentent jamais assez compétents. Les évitants préfèrent les rôles autonomes, consulting, freelance, recherche. Ils fuient les équipes soudées et les managers intrusifs. Les sécures, eux, prennent des risques mesurés, changent de poste quand c'est stratégique et gardent un équilibre. L'étude de Vaillant sur le travail et l'attachement, menée sur 40 ans, montre que les hommes avec un attachement insécure à 30 ans avaient des trajectoires professionnelles plus chaotiques, avec plus de licenciements et de reconversions forcées. Ce n'est pas une fatalité, mais une empreinte. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, directrice des ressources humaines dans une PME à Lyon. Sophie est reconnue pour son perfectionnisme. Elle arrive la première, part la dernière, répond aux emails le week-end. Pourtant, elle se sent constamment menacée par ses collègues. Quand son manager lui fait une remarque constructive, elle y voit une critique personnelle. Elle passe des heures à ruminer. « Il va me licencier ? Je ne suis pas à la hauteur. » Un jour, son manager organise une réunion pour redistribuer les tâches. Sophie panique intérieurement. « Il me retire des responsabilités. Il me prépare à sortir. » Elle envoie une longue justification à son manager, lui prouvant qu'elle a travaillé 60 heures cette semaine. Son manager, surpris,
lui répond que c'est justement pour qu'elle travaille moins qu'il réorganise. Sophie réalise alors que sa réaction est disproportionnée. En thérapie, elle explore son histoire. Ses parents, divorcés quand elle avait 5 ans, étaient imprévisibles. Sa mère, dépressive, dépendait d'elle pour le soutien émotionnel. Sophie a appris qu'elle devait être parfaite et indispensable pour ne pas être abandonnée. Au travail, elle reproduit ce schéma. Elle choisit les RH parce qu'elle peut réparer les autres, prouver sa valeur en prenant soin des problèmes des collègues. Mais elle attire les managers autoritaires qui confirment son sentiment d'insécurité. Elle ne postule jamais au poste où elle pourrait réellement s'épanouir, car ils sont trop risqués et si elle échouait, elle serait rejetée. Comment reconnaître si toi aussi tu es piégé par ton attachement au travail ? Pose-toi ces 3 questions. Première question. Quand un collègue reçoit une félicitation que tu espérais, quelle est ta réaction immédiate ? Si c'est de la jalousie intense ou de l'évitement total, c'est ton attachement qui parle. Insécure se réjouit et se dit « Je peux apprendre d'eux ». Deuxième question. As-tu peur de demander une augmentation ou une promotion ? Les anxieux craignent d'être rejetés, les évitants craignent de devoir plus d'engagement. La peur n'est pas un signal de modestie, c'est un signal d'insécurité. Troisième question. Combien de temps restes-tu dans un poste qui ne te convient pas ? Si tu pars trop tôt, évitant, ou trop tard, anxieux, ton attachement pilote. Insécure part quand il a des preuves concrètes que le poste ne correspond pas à ses objectifs. Quand tu comprends cela, les conséquences sont immenses. D'abord, tu arrêtes de te juger. Tu n'es pas trop sensible ou trop froid, tu as simplement un modèle qui t'a servi à survivre dans ton enfance, mais qui te dessert maintenant. Ensuite, tu identifies les environnements toxiques pour toi. Si tu es anxieux, un travail avec des deadlines courtes et un management par le stress est une catastrophe. Tu vas surinterpréter chaque pression comme un signe de rejet. Si tu es évitant, un open space avec des réunions toute la journée te vide de ton énergie. Enfin, tu peux anticiper tes réactions. Quand tu sais que tu as tendance à fuir les conflits, évitant, tu peux programmer un rappel. Reste, écoute, ne pars pas. Quand tu sais que tu as tendance à trop t'investir anxieux, tu peux fixer des limites avant d'être submergé. Voyons maintenant 3 techniques concrètes, validées par la recherche, pour reprendre le contrôle. Technique 1, le journal des déclencheurs. Prends un carnet. Chaque fois que tu ressens une émotion forte au travail, colère, anxiété, honte, vide, note la situation. Puis, dans une autre colonne, écris la réaction automatique que tu as eue, envoyer un email agressif, te renfermer, travailler plus. Enfin, dans une 3e colonne, demande-toi quel âge a la partie de moi qui réagit ? Est-ce l'enfant qui avait peur d'être abandonné ou l'adulte compétent ? Cette technique crée une distanciation cognitive. Tu n'es plus ton émotion, tu observes ton émotion. Après 2 semaines, tu verras des schémas clairs. Sophie, dans notre exemple, a découvert que chaque fois qu'un manager la critiquait, sa réaction était celle de la petite fille qui devait être parfaite pour que sa mère l'aime. Pour que ce soit concret, prends 5 minutes chaque soir. Si tu travailles dans un open space, note sur ton téléphone. Exemple, 15h, réunion avec Marc, il a dit que mon rapport aurait pu être plus synthétique. Réaction, cœur qui bat, envie de retravailler le rapport toute la nuit. Âge de la partie, 8 ans. Technique 2. Le contrat de sécurité avec ton manager. Si tu es anxieux, négocie avec ton manager un retour régulier et planifié. Dis-lui, pour donner le meilleur de moi-même, j'ai besoin d'un retour toutes les 2 semaines. Pas parce que je doute de moi, mais pour aligner nos attentes. Cela transforme une dépendance émotionnelle en un processus professionnel. Si tu es évitant, négocie de l'autonomie. Dis, je travaille mieux quand j'ai des objectifs clairs et la liberté de les atteindre à ma façon. Peut-on définir des points de contrôle mensuels plutôt qu'hebdomadaires ? Tu obtiens ce dont tu as besoin sans fuir l'équipe. Sophie a utilisé cette technique. Elle a demandé à son manager un point fixe chaque lundi matin de 30 minutes. Résultat, elle a arrêté de stresser en attendant des signes invisibles. Son manager a trouvé l'initiative professionnelle. Technique 3, la carte des relations au travail. Dessine un cercle de 3 zones. Proches, collègues avec qui tu échanges tous les jours. Intermédiaires, collaboration ponctuelle. Périphérie, connaissance. Pour chaque personne, note si la relation te fait sentir en sécurité, anxieux ou évitant. Ensuite, renforce les relations sécures et limite le temps passé avec celles qui activent ton insécurité.
Ce n'est pas de la manipulation, c'est du management émotionnel. Tu as le droit de choisir avec qui tu passes ton temps. Les anxieux ont tendance à s'accrocher aux relations toxiques, les évitant à fuir les bonnes. Cette carte t'aide à équilibrer. Sophie a identifié qu'elle passait 80% de son temps avec 2 collègues qui la critiquaient constamment. Elle a réduit ses interactions avec eux et augmenté les pauses café avec une collègue sécure. Sa satisfaction au travail a grimpé de 40%. Tu pourrais objecter, mais je ne peux pas choisir mon équipe. C'est vrai dans certains contextes, mais tu peux choisir ton investissement émotionnel. Tu n'es pas obligé de tout donner à tout le monde. Réserve ton énergie pour les relations qui t'enrichissent. Deuxième objection, mon style d'attachement est fixé, je ne peux rien y changer. Faux. La neuroplasticité te permet de créer de nouveaux schémas. Les chercheurs en attachement, comme Meredith McGinley, montrent qu'une relation sécure, même au travail, peut reprogrammer ton cerveau. Trouve un mentor bienveillant, un collègue qui te soutient. Avec le temps, ton modèle interne s'ajuste. Troisième objection, je ne veux pas mélanger vie pro et vie perso. Mais ton cerveau ne fait pas cette distinction. Tu emmènes ton attachement partout. Le reconnaître n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les entreprises commencent à intégrer la sécurité psychologique dans leurs pratiques. Prends une longueur d'avance. Tu te rappelles de cette angoisse du dimanche soir dont on a parlé au début ? Maintenant, tu sais qu'elle n'est pas due à ton emploi, mais à la manière dont tu te relates à lui. Changer de travail ne résoudra pas l'insécurité si tu ne changes pas ton regard. Alors, la prochaine fois que tu sentiras cette boule au ventre, arrête-toi, respire, demande-toi, est-ce que je réagis à la situation présente ou à une peur ancienne ? La question à elle seule suffit souvent à briser le schéma. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Nous décoderons ensemble la psychologie de l'attachement dans tous les domaines de ta vie.